et bienvenue dans ce nouvel épisode de Productive You. Cette semaine, nous allons faire un combo. Nous allons à la fois parler d'un livre, de ce livre, La spirale dynamique et leadership gagnant, mais en plus, on a la chance de recevoir un de ses auteurs, Mario Rastelli. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, je vais vous parler 2-3 minutes de Mario et ensuite on va lui laisser nous expliquer ce qu'est la spirale dynamique. Alors, moi, j'ai rencontré Mario il y a un petit moment déjà, 1 an à peu près, pile 1 an d'ailleurs, Mario, ça fait pile 1 an que j'avais démarré ma formation chez Coaching Ways, puisque Mario était un de nos coachs formateurs. Donc, Mario est bien évidemment donc, coach et membre du staff Coaching Ways depuis l'origine, et il accompagne et forme des clients d'Europe francophone à l'utilisation des outils, des modèles et des approches de la spirale dynamique sur base de la théorie du développement psychosocial, non, biopso, je vais y arriver, du développement biopsychosocial du docteur Claire W. Graves. Sur fond d'expertise en dynamique des systèmes, son programme synthétisant les idées issues de la sociocratie, d'Agile et de Lean comprend le coaching, le conseil, la formation et le développement à tous les niveaux de management. Résolument tourné vers l'accompagnement des individus et des groupes dans le cadre des challenges qui ponctuent leur dynamique de progression, Mario est également certifié du programme Non-Verbal Intelligence de Michael Grinder. Est-ce que j'ai bien tout dit? Tout est là, tout est dit. Je m'étais entraînée pour le biopsychosocial et malgré tout, j'ai chuté. Et c'est la preuve que ça ne veut trop rien dire, ce truc. C'est pas un mot que l'on rencontre tous les jours. Alors Mario, donc ton livre sur la spirale dynamique vient de sortir. Donc tu l'as coécrit avec Alain Barbier, Reynald Eckenbeiner. Il est sorti là récemment en décembre, si je ne Oui, m'abuse. 20 décembre, exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse spirale dynamique? Qu'est-ce que Alors, tu peux nous en dire? c'est quelque chose à plusieurs niveaux. D'ailleurs, d'abord, pour ce qui me concerne, ça a été une révélation dans mon long cheminement dans le domaine du développement personnel. J'ai été amené à prendre connaissance d'une autre manière de voir les choses, c'est bien ça dont il s'agit. Et c'est ainsi que la révélation de la spirale dynamique m'est apparue, évidemment, ça n'a pas été une révélation mystique, on n'est pas dans ce domaine-là, pas du tout, loin de là. C'est tout à fait scientifique, mais j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a su m'en parler. Et c'est une étude, c'est le résultat d'une étude qui a été développée dans les années 70, suite aux recherches du docteur Clark Greff, et est formalisée depuis par les docteurs Von Beck et Chris Cowan. Elle offre une vision, brièvement et succinctement, pour peu qu'on puisse le faire à propos d'un Mmh. modèle aussi complexe, elle offre une vision de l'évolution de la conscience humaine au 100, 200, 200 000 dernières années, et propose une façon de penser face aux complexités croissantes de la vie en société. Voilà, ça je veux dire. Donc elle offre le moyen de décrire ou décrypter comment, non pas ce que nous pensons, Mmh. mais comment nous pensons ce que nous pensons. Autrement dit, la vision que l'on a des choses. Très bien. Alors ce que j'ai apprécié, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, dans ce livre, c'est que, vous l'avez conçu d'une façon à ce qu'on puisse le lire de 3 façons différentes. Il y a la version, courte, abrégée, vous l'avez appelée pour les pressés, avec, un résumé, on peut dire un peu du livre, puisque vous expliquez qu'on peut, comprendre en 12 minutes. Alors c'est très, très du coup à la surface. Une vision beaucoup plus dans le détail et puis enfin une troisième approche qui est plus à à destination des managers, puisque le sous-titre, c'est quand même le leadership gagnant, donc effectivement dans les entreprises, il y a un certain intérêt. Pourquoi vous avez pris le parti de faire ça comme ça sous 3 formes? Alors, ça a été une
démarche progressive, ça a été l'objet d'une réflexion. Mmh. Tout d'abord, le constat que j'ai fait il y a 4 ans, c'est que la littérature française manquait cruellement, était cruellement peu alimentée, sur le sujet. Mmh. Donc il fallait, à un moment donné, l'occasion m'était donnée de remplir, un manque, un vide. Donc j'étais aspiré à ça. Ceci dit, comment en un bouquin être suffisamment, complet, mais suffisamment aussi concis pour ne pas tomber dans une complexité qui pourrait effrayer le lecteur. Donc on s'est dit: «On va faire plusieurs choses». La première, on va faire d'une pierre 3 ou 4 coups. Le 1er étant de vulgariser, le modèle. Le second étant, évidemment, de vulgariser, de lui mettre un accent utile et de voir en quoi il pouvait être utilisé pour les managers et en troisième lieu pour les coachs. Et le quatrième coup, consistait à y adjoindre une partie romancée, une partie expérimentée, d'où la collaboration, autour de ce bouquin. Donc il y a l'aspect technique, l'aspect descriptif, il y a l'aspect condensé, exec summary si on veut, et puis il y a l'aspect pratico-pratique, il y a l'aspect relation vide. Ouais. Alors moi, ça m'a fait l'effet, alors comme la spirale en fait, de passer plusieurs fois en fait sur le même sujet, mais du coup avec un niveau, de compréhension ou de détail différent. C'est l'effet que ça m'a fait en le lisant et en comprenant la façon dont il était, structuré. Je ne sais pas si c'était fait à dessein, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors Mario, si on commence un petit peu plus à rentrer dans le détail de cette fameuse spirale dynamique. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une spirale dynamique? Bien parce qu'il est question de transition de divers paradigmes, mentalité, système de valeurs, voilà, plusieurs appellations pour définir la même chose, ou vision du monde. Et si cette transition se fait, heu, si le regard sur cette transition de puissance de de l'avènement de l'humanité peut être considéré comme une une évolution linéaire. Quand on entre dans le détail, on s'aperçoit vite qu'elle a été faite de soubresauts, de recul pour mieux sauter sur eux, un peu comme la marche des carabiniers d'Offenbach, Mmh. qui dans le meilleur des cas recule d'un pas avant d'avancer de 2 pas en avant. Et ce recul s'est fait sur l'aspect, linéaire, de manière séquentielle, mais en forme de balancier. Donc il y a là un axe horizontal qui fait que quand on est passé d'une mentalité, d'un paradigme, d'une vision du monde à l'autre, tout en reculant, on a sautillé un peu de gauche et à droite, comme ça, de manière systématique. Un côté étant représentatif d'une vision individualiste du monde et l'autre côté étant représentatif d'une vision plus collective du monde. Voilà la manière la plus simpliste, évidemment, de l'expliquer. Mmh. Alors, la notion de spirale, pourquoi? Eh bien, parce qu'en sautillant de côté en pas de côté, évidemment, avant de quitter un paradigme, on y revenait, puis on le quittait un peu plus, puis on y revient, puis on le quitte un peu plus. Finalement, ça a donné au concepteur l'idée de métaphoriser ça par l'image de la spirale, d'appliquer la métaphore de la spirale là-dessus. Finalement, c'est tout à Mmh. fait imagé. Non, mais c'est assez clair et en plus, donc c'est une spirale qui est toute colorée. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, je vais montrer rapidement pour que nos personnes qui nous regardent, comprennent un petit peu plus à quoi ressemble cette spirale. Donc on la voit ici, très bien, documentée avec tout un tas de petites couleurs. Et puis effectivement, on voit, l'aspect, droite-gauche dont tu as parlé, hein, tout à l'heure pour représenter la partie interne ou externe, si j'ai bien compris. Et effectivement, elle présente tout de même une autre caractéristique à laquelle on ne pense pas souvent quand on voit l'image, c'est que cette spirale est en forme expansive, hein, si on voit, Mmh. en forme conique Ouais, comme ça, ouais. pour bien imager ou métaphoriser le fait qu'on embrasse plus de complexité à mesure où on avance. Donc le départ part de la simplicité vers la complexité, complexité extrême ou la complexité d'aujourd'hui. Mmh.
et elle est dynamique en ce sens que ça n'est pas fini, ça ne risque pas d'arrêter, il y aura des moments supplémentaires après. Alors pourquoi les couleurs? Eh bien, c'est pour rendre le modèle comestible. Au départ, les études avaient donné un résultat scientifiquement élaboré, scientifiquement établi, expliqué, mais tout à fait indigeste pour le lecteur moyen, dont moi-même. Et il faut savoir que Clark Grave était un contemporain de Maslow. La différence entre les deux était que Maslow publiait et Clark Grave ne publiait pas. Donc, selon l'adage publish or perish, on parle aujourd'hui de Maslow et faut peu de Clark Grave. Enfin, Mmh. voilà, le temps est occupé à lui rendre justice. Donc, ces deux élèves, ces deux disciples, on dit maître, c'est indigeste, c'est invendable, incommunicable. Nous allons substituer la terminologie scientifique par autre chose, et ça a commencé par des lettres et des chiffres. Ensuite, la décision a été d'y mettre des couleurs, car les lettres ou les chiffres pouvaient induire un biais, c'est que le niveau supérieur est toujours meilleur que l'autre, que les niveaux précédents. Or, il n'en est rien. Voilà. OK, je comprends. Est-ce qu'on peut passer brièvement à travers de ces différentes couleurs justement pour expliquer un peu les différents niveaux, Mario, s'il te plaît? Bien sûr, alors très brièvement, ce que je vais faire est caricatural et va pécher par son incomplétude. Enfin, bon, j'imagine bien qu'on ne peut pas déployer ici l'entièreté des contenus et des définitions. Voilà, la plupart des niveaux ont été détectés, ont été en tous les cas découverts scientifiquement. Et le premier, le niveau beige, celui qui réfère à une époque lointaine, celle dite de l'homme et de la femme des cavernes, là, le cortex préfrontal n'était pas encore développé, eh bien, on y attribue la couleur beige, la couleur de la savane. C'est une époque où le système de fonctionnement était automatique et mu par les besoins périodiques et essentiellement physiologiques. Ensuite, s'est installée une espèce de causalité et l'homme et la femme sont aperçus de leur insécurité, se sont agrégés différemment et ont expliqué les choses avec les moyens cérébraux qu'ils avaient, hein, le cortex naissant, et cela a donné naissance de l'animisme. Cet aspect des choses a donné l'idée de le colorer en violet. Ensuite, la conscience humaine s'est révélée à lui. L'homme et la femme ont pris conscience de leur existence propre et ont développé, ont adjoint à l'animisme un autre type de pensée, l'égocentrisme. Et l'un intégrant l'autre, voilà que le niveau de complexité du comportemental et de vie en société s'est accru. Ça a donné naissance aux empires. Ensuite, là, on y adjoint la couleur rouge. Ensuite, la pensée s'est révélée plus manichéenne, avec une idée de ce qui était bien, de ce qui était mal, une idée claire de la bonne vie, de la mauvaise vie. Et là, la pensée est devenue dogmatique, absolutiste. La temporalité s'est étendue et on y adjoint une couleur bleue. Il y a des raisons à cela, on pourrait développer si tu veux, c'est précis. Voilà que de nos jours, s'adjoint à la pensée dogmatique, pensée plus opportuniste, plus matérialiste, qui emprunte ce paradigme dogmatique de connotation plus matérialiste, plus, plus égoïste, on va dire, plus opportuniste, hein. Et là, on y attribuait la couleur orange. Voilà que commence à se développer depuis quelques dizaines d'années, hein, 50 ou 60, une pensée plus sociocentriste, plus relative, plus ambiguë, en tous les cas plus ouverte à, à l'harmonie en communauté. Et voilà que les millennials arrivent avec une autre forme, une autre vision des choses, qui est plus cognitive, celle-là, moins intéressée, plus au service de la contribution générale, etc. Là, on entre dans un autre cycle avec les millennials, un certain d'entre eux en tous les cas. On entre dans un cycle de l'existence plus que de la subsistance,
il y a toutes sortes d'explications à ce sujet. Et Grave a aussi eu quelques insights, quelques représentations d'un niveau supplémentaire, un peu plus complexe que celui-là, le niveau turquoise, où la pensée est plus holistique, un peu comme si le village se dessinait au niveau de l'univers. Voilà pour ce qui est en tous les cas connu, pour ce qui est scientifiquement établi. Après, je ne te cacherai pas, Sybille, qu'il y a beaucoup de spéculations sur des niveaux ultérieurs qui ne Ouais. veulent rien dire, qui ne sont que pure spéculation. Alors moi, j'ai 2 remarques par rapport à ça. C'est que, bah, déjà quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce monsieur Graves, il a écrit il y a fort longtemps, donc il était quand même assez visionnaire, d'une certaine façon, parce que les millennials, le moins qu'on puisse dire, c'est que lui, il les a pas côtoyés. Et que ce qui se passe actuellement, qui nous fait dire qu'on est peut-être en train de changer ou d'évoluer pour aller vers d'autres niveaux, il les a pas vécus, hein. C'était dans les années 60, 50, 60. C'est 70, hein. Voilà, donc ça fait quand même une marge, donc c'était assez, je trouve en avance sur son temps, donc comme quoi son modèle, se révèle plutôt fiable puisque c'est effectivement ce qu'on commence à vivre, aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est ma perception. Et le dernier point, c'est par rapport au turquoise. À un moment, alors je ne sais plus où vous le mentionnez, c'est assez triste, enfin, j'ai trouvé ça triste parce que vous dites en gros dans le livre que quand on sera à ce niveau turquoise qui est quand même assez élevé, on se rendra compte que c'est pas encore là qu'on va trouver la vérité et que du coup, il faudra peut-être aller ailleurs. C'est un truc, une quête jamais finie, quoi. C'est le Graal un peu qu'on cherche. Oui, tu anticipes sur mon livre préféré, Ah, qui est précisément se résume par NEC, hein, de Never Ending Quest, la quête sans fin. Effectivement, c'est par respect pour le modèle que nous ne prétendons pas que nous y sommes, que tout s'arrête avec mmh, nous et que nous sommes la génération la plus accomplie. bien N'oublions sûr que pas non. que tout ça démarre par le constat, euh, par deux choses. Tout d'abord, Maslow, dès lors qu'il était allé présenter son modèle, sa fameuse pyramide devant la communauté scientifique, s'est fait tourner en dérision, ce qui a fait mal à Grave, son ami, qui s'est entrepris de vouloir prouver scientifiquement ce que Maslow amenait intuitivement. Mmh, Ensuite, à l'époque où Grave enseignait, il a fait face à une question piège, une question acide de la part de ses élèves. Et rappelons, c'était à l'époque de la guerre du Vietnam aux États-Unis. Il y avait une forte rotation des professeurs. Et il s'est entendu demander par ses élèves à l'époque, voilà, maître, nous avons vu Freud, Skinner, les autres, et finalement, nous ne savons toujours pas qu'est-ce qui définit un homme et une femme mature, une femme et un homme normal, et ne sachant répondre à cette question, les deux éléments. Donc, Graf s'est mis en demeure de chercher, ne sachant pas que ça allait l'entraîner pendant un périple d'une vingtaine d'années d'études. Il ne faut pas mmh. oublier. Et déjà apparaissaient à lui les prémices, sont apparues à lui, après sa recherche, les prémices des niveaux jaunes et turquoise. Ce qu'on veut dire avec les millénials, c'est que c'est avec eux. Donc, un paradigme change quand une masse suffisamment critique de personnes le porte en elle. Une Mmh. masse suffisamment critique, les statistiques l'établissent, je pense, enfin, il y a un chiffre qui est donné, Il j'ai me semble perdu que la. c'était marqué 10. J'ai vu ça quelque part, qu'à partir du moment où il y avait 10 d'une population qui commençait à Oui. changer, ça enclenchait vraiment quelque chose. Il faut savoir que les fondamentalistes se battent encore là-dessus. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne me pas certains disent 15, moi, pas c'est plus. Mais quoi qu'il en soit, avant ces 15%, des gens tout à fait éclairés comme Erasme, Copernic, Galilée existaient déjà avant. Mmh. Donc, avant que cette masse critique ne soit établie, elle se construit sur des personnes comme ça, isolées, qui se perdent à des époques qui ne sont pas les leurs. C'est ainsi que certains d'entre nous ont toujours le sentiment d'être décalés comme ça encore aujourd'hui, un peu comme s'ils appartenaient à une autre époque. Donc, c'est ce qui a fait que Grave a été amené à constater que des personnes pouvaient déjà penser différemment Mmh. OK. à, à une époque où ils n'avaient pas encore vu les millénials. Évidemment. OK. Alors, que peux-tu nous dire d'autre? Tout à l'heure, tu parlais des raisons des couleurs.
Tu m'as dit on peut aller un peu plus dans le détail si tu le souhaites. Qu'est-ce que tu voulais nous expliquer par rapport à ces couleurs? Heu, de la pertinence du choix, car, et là aussi, ça fait l'objet de beaucoup de conjectures, aucun lien avec les chakras et cetera. Mmh. Mais le choix des disciples a été mental, mais a été avisé tout de même, hein, parce que le beige, fait penser à la couleur de la savane, le violet et l'animisme, l'association mystique, le rouge, la puissance, le caractère sanguin. Mh. Heu, voilà pourquoi le bleu, le dogme et ses contenus, les plus absolutistes, tels que la religion monothéiste ou d'autres philosophies. L'orange, la couleur des hauts fourneaux et de l'acier qui scintille. Le vert, l'analogie avec la propension à l'écologie, à la durabilité. Le jaune, oui, un peu d'éclairement ou, heu, cette pensée, Mmh. intégrative, révélatrice, et cetera. Puis on peut discuter des choix. Ouais. Et par rapport à la deuxième partie du titre, hein, du livre qui est le leadership gagnant, donc comme je le disais tout à l'heure, la 3e partie du livre est faite plus pour les managers. Il y a toute une partie justement sur la partie, changement. Oui. Comment cette lecture de l'être humain, entre guillemets, en faisant court, peut nous aider dans notre management, dans notre leadership? Alors le scoop est là évidemment, c'est que, l'humanité, l'être humain s'est agrégé socialement ou sociologiquement en fonction, de la manière dont il a vu les choses. Et il a vu les choses évidemment, pour des raisons, heu, qui tiennent à ses conditions de vie. Donc tout ça émane, d'une logique pratique, indiscutable. C'est ainsi que si le beige s'organisait en horde, eh bien, insensiblement ou progressivement, le violet, s'est agrégé en tribus. Ces tribus ayant posé problème à un moment donné, l'égocentristes, le rouge, les a rassemblés en empire. L'empire qui a vite montré, chaque agrégat a vite montré ses limites, et les études, pour ceux qui veulent y accorder une quelconque importance, montrent que l'empire ne pouvait pas être plus grand, hein, qu'une distance de 14 jours à cheval entre les frontières et le pouvoir central. Pourquoi 14, pas 13 et pas 15? Bon, voilà, il y a au moins une estimation. Et puis la pensée absolutisme, le dogme religieux ou philosophique a rassemblé les communautés de manière encore bien plus large. Et aujourd'hui, la pensée matérialiste, fait interagir des personnes interpays, intercontinentalement, et ainsi de suite. Mais à un niveau plus comestible, ces différents modes de pensée se retrouvant en nous, eh bien, quand on voit cela, quand on fait un parallèle avec les organisations, bien, les organisations, je dirais, se constituent également autour de ce type de mentalité, autour de ces paradigmes. C'est ainsi que, si le bleu a amené le pouvoir légitime, il a amené aussi également la structure hiérarchique pyramidale. L'orange a amené le premier signe de décentralisation du pouvoir par la délégation. Le vert amène l'horizontalisation, la sociocratie et la prise de décision collaborative. Le type de pensée jaune amène les cercles mobiles et la pensée agile. Donc finalement, il y a un lien entre la manière dont les personnes voient les choses et la manière dont elles s'organisent. Et à partir de ces liens, on sait établir un point de départ, un diagnostic qui permet de dire, tiens, si l'entreprise, si le système, puisque quand on parle de manager, on parle de manager et d'entreprise et de famille, et de toutes sortes de managers. Si le système est à un point donné et veut en tous les cas et ambitionne de changer vers un autre point, et la spirale nous dit les conditions à remplir pour le faire. Et Et c'est par exemple, c'est quoi ces conditions? C'est vraiment une to-do list, faites ci, faites ça avec des oui, pas précis? Comment ça se passe?
C'est une progression en 6 étapes, et elle permet de le faire, avant de décliner les étapes, je dirais qu'elle permet de le faire parce qu'elle a tous les attributs d'un modèle complet. Mmh. Elle est d'abord descriptive, donc elle décrit, elle nous permet, quand on sait lire, quand on a appris à le faire, elle permet de décrire, où le système en est dans ses nuances. On l'aura compris, Cyril, Priscille, le système n'est jamais complètement dans une couleur, et donc les techniques d'analyse nous permettent de situer le système. Elle est prédictive. Si le système évolue vers plus de complexité, on sait quel sera le next step, donc c'est important pour un manager ou un coach. Mais mieux que ça, s'il y a pression ou stress extrême, stress insupportable, elle devient alors rétrodictive. Elle permet de savoir vers quoi, quel va être le prochain step behind, le prochain step en arrière. Et donc, elle permet de devenir tout d'un coup prescriptive. Elle permet en tous les cas d'opérer un coaching ou un management plus intrusif et de prescrire la meilleure étape suivante. Mmh. Pour ça, on va examiner 6 étapes, 6 conditions. La première étant le potentiel, évidemment. Certains d'entre nous ont un potentiel arrêté et ceux-là, sous stress, vont recruter un peu plus de la même chose. Vont travailler jusque 6 heures, 7 heures, 8 heures, puis vont faire le tour de l'horloge, vont encore plus travailler. Et ceux-là vont faire vont recruter plus de moyens qui vont constituer leur succès du moment. Puis il y a le potentiel fermé, ceux-là sont bloqués dans un état, ils n'iront pas nécessairement, ne peuvent pas voir autre chose que ce qu'ils font. Le potentiel ouvert est celui qui nous intéresse le plus, hein, nous coachs et managers, c'est celui qui permet d'appréhender des comportements, plus de complexité, hein, le changement dans toute sa complexité. Et là, on ira voir du coup tout de suite leur état, les guillemets, que l'on nomme alpha, hein, pourquoi alpha ou autre chose, on aurait pu l'appeler autrement. Dans tous les cas, on va voir comment ils sont en contrôle de leur situation, comment ils ne sont pas submergés et combien ils peuvent libérer suffisamment d'énergie pour penser à changer. Ce premier état-là étant accompli, hein, on a des outils pour ça, on ira voir du coup l'état suivant, y a-t-il dissonance, y a-t-il académiquement burning platform, hein, Mmh. comme on dit dans les écoles de marketing. Et cette dissonance, elle est de deux ordres, soit endogène, elle est l'objet de croyances, soit exogène, elle est l'objet de menaces commerciales, je dirais, établies, bien établies. Et là, on ira voir le troisième état, quelles sont les barrières principales, et voir si on peut, ce qu'on peut faire pour les circonscrire, ou tout au moins tout au plus les abattre, tout au moins les contourner. Ensuite, en quatrième état, on ira, en tous les cas, susciter des visions qui fait rêver, des représentations, des insights, pour ensuite prendre un contrat sur un état idéal, un état, en tous les cas, accessible et suffisamment sexy, suffisamment attractif que pour le développer. Voilà, brièvement établi. En Mmh. fonction de ce qu'on détecte, des outils que l'on a, on ira voir si le système est en blocage ou en résistance ou en plateau, qui sont trois pièges évidemment que les techniques usuelles négligent. Et sur base de tout cet ensemble de choses et de bons outils, eh bien, on permet au système de progresser vers le next step. Très bien. Ça a l'air passionnant, même si ça note quand même une certaine complexité, hein. C'est pas, quelque chose qui nous tombe comme ça, dessus, en 3 minutes. Donc merci beaucoup pour toutes ces explications, Mario. C'est extrêmement passionnant. Alors toi-même, tu formes à cette, spirale dynamique? Oui, j'ai la chance, en tous les cas, de collaborer avec Coaching Ways en France chez vous, hein. Mmh. Et donc, cette école offre l'opportunité à deux égards de familiariser les participants à l'outil. Le premier, c'est dans son parcours de formation coaching. Là, les participants reçoivent une première exposition à la spirale dans le cadre
du coaching collectif et ensuite en développant, un parcours spécialisé, dont la prochaine échéance sera en avril d'ailleurs, qui ambitionne de former des coachs au coaching spiralien et à l'accompagnement, de collectifs, sur base du principe que je viens d'évoquer, il y a 5 minutes. OK, très bien. Beh, écoute, très, très intéressant. Donc, en plus, hein, de ce livre, on pourra retrouver, pour ceux que ça intéresse, Mario en formation pour en savoir plus et pouvoir l'utiliser, donc pour les coachs, dans leur, pratique et puis, peut-être aussi pour, les managers dans leur, pratique aussi d'encadrement de leurs équipes. Donc extrêmement intéressant comme interview. Je te remercie 1000 fois, Mario. Comme à chaque fois pour nos petites interviews, j'ai 3 questions à te poser. Ah ah. La première, c'est de savoir quel est ton livre favori? Mais je suis un lecteur compulsif, alors si je vais citer un livre aujourd'hui, ce ne sera pas celui de demain et ça n'était pas celui d'hier. Donc que D'accord, les auditeurs le prennent comme cela, il n'y a rien d'absolu. OK, Si la parfait. spirale dynamique, nous le sommes aussi. Exactement, Donc il y a, de Jean Stone, «Notre existence a-t-elle un sens?» Ça a été une révélation, pour moi. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai évolué longtemps sur, des lectures de Jacques Attali, Michel Onfray, Edgar Morin, qui mmh, sont encore là, bien présentes dans mon esprit. Mais je dirais qu'aujourd'hui, Jean Stone a amené une touche un peu plus scientifique sur ce fameux sens à l'existence. C'était peut-être le livre que j'avais besoin de lire dans ces moments-ci. Voilà, très encore une bien. fois, c'est la lecture préférée d'aujourd'hui. J'entends bien, mais c'est vrai qu'on n'est jamais enfin bon, on a rarement un seul livre, au fur et à mesure, surtout Oui. quand on est un grand lecteur, forcément on change un petit peu de temps en temps de sujet. La seconde question que j'ai à te poser, c'est quelle est ta citation ou ton proverbe qui t'accompagne? Et là également, il y en a eu, hein, j'ai eu mes philosophes et je les ai encore d'ailleurs, mais étant doit savoir, c'est un grand-père aujourd'hui et ayant l'occasion d'accompagner mes enfants sous un autre contrat, étant libéré des contraintes parentales, Mmh. je puis, en tous les cas, avoir une relation avec eux que je n'ai pas eu avec mes enfants, peut-être étais-je trop jeune. Et j'ai envie de partager avec eux que, voilà, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mh. Voilà, peut-être est-ce parce que j'ai toujours trop réfléchi avant de faire les choses et de les inviter à non pas ne pas réfléchir, hein, à se lancer, mais à ne pas trop Trop réfléchir. réfléchir. Mmh. Voilà. Mmh mh. Donc pour le moment, c'est ce que je me surprends à partager avec eux. Mais écoute, je pense que c'est une belle philosophie à laquelle, j'adhère, complètement. Et enfin, puisqu'on est quand même dans un podcast qui parle d'efficacité, est-ce que tu as une technique, une astuce que tu utilises, régulièrement pour être plus efficace? Oui, heu, ce danger, enfin, tous les cas, c'est le risque acceptable pour moi, hein, quand j'appelle ça danger de la spirale dynamique, c'est qu'elle finit en tous les cas par, devenir, une manière d'être, une manière de décrypter, d'analyser. Donc je me demande toujours, heu, si dans ce que j'entends de la part de mon interlocuteur, si c'est si ça manifeste un besoin de certitude, si c'est cliché, Mmh. s'il y a du dogme. Et ça me permet de dire, tiens, parmi les utopies qui sont actives en ce moment, comme l'orange, la bleue, la jaune, eh bien, mon interlocuteur a tendance à voir les choses de cette manière et je vais m'aligner sur lui ou sur elle de la même manière, avec un petit pas plus loin, de manière à être interpellé. Voilà. Et donc ça, c'est mon truc à moi et c'est en tous les cas ce que je transmets aux managers, Mmh. qui me sollicitent et aux coachs qui viennent suivre mes formations. Et ça demande déjà quand même une petite expérience et de vraiment bien connaître, la nature humaine et pour pouvoir aller, un petit pas Mais plus loin.
Oui, j'ai réglé mes comptes avec ça. J'ai longtemps cherché, comme tout le monde, les ready to wear, les prêt-à-porter, Ah oui, non, ça les n'existe pas. modèles qui et aujourd'hui, l'époque est tellement complexe. Mmh. Quand je suis entré dans le cheminement du développement personnel il y a 25 années, c'était encore possible. Aujourd'hui, ça va très vite. Les jeunes, à l'heure de démence, c'est très complexe. Donc, n'hésitez pas à vous donner la peine de travailler Mmh. votre culture de l'être humain. Il ne faut pas être sociologue, il ne faut pas être psychanalyste non plus, ni psychiatre, mais en tous les cas, vous donner des éléments de connaissance de la nature humaine, car elle est de plus en plus difficile à comprendre, à Mmh. appréhender, on va dire comme ça. Oui, et puis le système dans lequel on évolue aussi est de plus en plus compliqué. L'un étant un peu lié à l'autre, je pense. Il y Mario, je a, je demande pardon, vas-y, mais il y a vas-y. d'ailleurs un passage, on en est tellement convaincu, on a consacré un passage du livre à parler de complexité, complication. Mmh, mmh mh. Exact, exact. Donc en tout cas, je vous, invite tous, à aller acquérir ce livre. Alors il y a un lien spécial que je mettrai bien évidemment dans les notes de l'émission et sous la vidéo, je vais juste le citer pour aller récupérer le livre. Alors c'est un site en fait, hein, qui s'appelle donc c'est spiral-dynamique-leadership-gagnant.com/shop pour pouvoir donc commander ce livre. Et puis, Mario, j'ai vu qu'on pouvait te retrouver sur presque tous les réseaux sociaux, en tout cas sur LinkedIn, sur Facebook. Et donc, je transmettrai aussi les liens vers tes réseaux sociaux pour que nos auditeurs et spectateurs puissent te suivre. Donc, ce sera donc sous la vidéo et dans les notes sur le blog de Productiview. As-tu Merci, quelque Priscille. chose à ajouter, Mario, sur cette interview? En tout cas, je te remercie beaucoup, extrêmement riche. Évidemment, en si peu de temps pour appréhender tout ce livre, ça fait un petit peu rapide, mais voilà, hein, c'est juste pour donner l'eau à la bouche à de futurs lecteurs. Ben, c'est moi qui te remercie, Priscille, car au-delà d'un livre et d'une méthode, ou d'un concept, etc., c'est une passion. Et donc, quoi de plus beau que d'avoir l'occasion de partager sa passion, et c'est ce que m'as donné l'occasion de faire, et donc je t'en suis redevable. Que les auditeurs sachent que je me ferai toujours un plaisir de répondre aux questions et d'être présent lors de moi. Eh bien, c'est moi qui te remercie beaucoup, beaucoup, Mario. Cet épisode se termine et on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour un prochain épisode de Productiview. Bonne semaine à tous. Au revoir. Merci.